Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors, au menu de cette semaine, un été chaud avec du social au menu, des sujets brûlants pour la majorité régionale et des communes aux finances asséchées. Pour en parler, deux politiques bruxellois et deux journalistes experts. Nicolas Dedecker, journaliste au vif, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Zenzen Zveni, journaliste à la capitale. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, fin de saison, on fait donc le bilan. Arrêtons-nous sur le bilan régional. Des dossiers sont soi-disant réglés, d'autres restent en suspens, qui vont parfois coûter beaucoup plus cher que prévu. D'autres encore se retrouvent au Parlement. On y reviendra. Et en attendant, on manque de sous, même si le ministre bruxellois du budget, Sven Gatz, espère bien obtenir une rallonge. On est en train d'examiner aussi avec la Banque européenne d'investissement, qui investit d'ailleurs dans d'autres lignes métro, dans d'autres villes européennes. Les contacts sont très fructueux. Donc vous cherchez des financements complémentaires? Oui, parce que c'est important à long terme. Comme ça, on sait qu'on a un partenaire fiable qui veille aussi à la qualité du projet. C'est important. Donc ce n'est pas une petite ligne bruxelloise. C'est dans un mouvement européen, dans de nouvelles lignes métro d'autres villes. Et donc ce serait intéressant aussi d'avoir leur appui. Et ça, ce serait évidemment une bonne nouvelle. Oui, certainement. Et je pense que Vous avez une idée du montant que vous demandez à la Banque européenne d'investissement? Je vais rester dans des montants très généraux. Ce sera dans les centaines de millions. Donc c'est très important. Mais je ne vais pas me précipiter sur les montants exacts. Mais dans quelques semaines, voire dans un mois ou deux, on devrait avoir l'accord avec nos partenaires européens. Alors un gouvernement qui doit emprunter encore quelques centaines de millions pour boucler son budget, est-ce que c'est un gouvernement qui a un bilan positif? Mais globalement, ce qu'on peut dire de ces dernières années, Jean-Jacques, c'est que les contextes permettent au gouvernement de se trouver des raisons de justifier le fait que leur bilan n'est pas positif. Et donc quand on est un gouvernement en 2022 dont la tâche est lestée par le coronavirus, les conséquences mondiale et sur l'économie mondiale de la guerre en Ukraine et toutes ces choses qui ne sont pas légères, il faut le convenir, ils ont au moins un argument pour justifier le fait qu'ils n'aient pas atteint leurs objectifs. Et l'autre argument qui, selon moi, est recevable, alors on verra avec nos invités s'ils sont d'accord, à mon avis, ils ne le sont pas tellement entre eux selon qu'ils soient dans l'opposition ou pas, c'est que structurellement, il est difficile quand on est au pouvoir dans une région qui est organisée comme la région bruxelloise, y compris à travers son financement, de pouvoir véritablement changer la société bruxelloise. Sven Gatz en a parlé. Ce qui a substantiellement changé, ce sont les investissements en matière de mobilité, côté très important. Et on voit déjà que c'est un problème. Et d'abord, on voit que c'est un problème financier budgétaire. On ne sait pas comment, dans 10 ans, on en sera. C'est difficile de trouver des moyens pour les investir. Et on sait malgré tout qu'en plus, ils sont insuffisants. Parce qu'on sait qu'en matière de mobilité, il faut encore plus investir. Pour toute une série de raisons. Et donc, ça veut dire que, indépendamment qu'ils soient bons ou mauvais intrinsèquement, les ministres, les gouvernants, les dirigeants, il y a des conditions qui font qu'il est difficile d'être bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons en eux-mêmes. Donc, difficile d'être bon. On va le conclure comme ça. Et vous, Zveni, qu'est-ce que vous en pensez de ce bilan? Moi, je trouve que globalement, ils ont quand même réussi à faire de gros projets qui n'ont pas mis toute la population d'accord, notamment avec le passage à la ville 30. Il y a quand même eu des pistes cyclables qui ont un peu explosé avec le coronavirus. Donc oui, effectivement, il y a eu des crises sanitaires, des crises mondiales avec l'Ukraine qui ont fait que ça a un peu ralenti tous les projets. Et c'est effectivement une bonne excuse pour dire qu'on n'a pas réussi à atteindre tout ce qu'on voulait. Et c'est aussi pour se protéger pour les prochains projets qui vont... ils espèrent pouvoir mener avant la fin de la législature. En tout cas, on a un plan taxi, ce qu'on ne pensait même plus. Donc ça, en tout cas, c'est peut-être un point positif. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités. L'un est chef de groupe de la majorité régionale, l'autre cumule un lourd échefinat et un mandat de député de l'opposition régionale. L'un s'est engagé en politique à 17 ans, l'autre a été biberonné à la politique par un père rédacteur en chef de Pourquoi pas. Ils sont tous les deux juristes, mais l'un vient du sud et l'autre vient de l'ouest qu'ils entrent.
On accueille donc Françoise Keepmans, députée bruxelloise et maire échevine à Molenbeek, notamment de l'état civil et de la culture. Et à ses côtés, Emmanuel Debock, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois, qui lui est huclois. Comme ça, on sait d'où vient chacun. On va commencer par le majoritaire de l'étape régionale, Emmanuel Debock. Alors, le bilan de ce gouvernement Vervoort, vous lui donnez quelle cote? Moi, je lui donne 7,5. Ah, c'est pas beaucoup, ça. 75%, c'est une belle distinction. Oui. Ok, alors qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien? D'abord, je pense que c'est difficile pour tous les gouvernements actuellement en sortie de crise du Covid. Il y a un vrai problème de gestion de crise qui a été terrible pour tous les gouvernements. Il y a eu des phénomènes plus ponctuels en Wallonie, comme les inondations, qui se sont rajoutés à la gestion et au coût de la crise. Malheureusement, la Wallonie doit faire face à des dépenses encore plus importantes que les autres régions. Et puis, en fait, il y a la crise ukrainienne aujourd'hui qui est en train de plomber effectivement les perspectives. On pensait effectivement être sorti de crise Covid. On verra si à l'automne, on n'aura pas une replongée. En tout cas, ça, c'est ma crainte. Mais en plus, il y a le contexte incertain au niveau géopolitique. Il y a la question de l'inflation qui est quand même galopante. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui était réussi Et donc, je pense qu'on est en a mi-législature. Donc, je pense que faire un bilan à mi-législature alors qu'on a eu 2 années de Covid, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je dis 7,5, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et que c'est une bonne cote d'encouragement pour faire encore mieux. Moi, je pense qu'ils doivent viser le 18 sur 20. Et s'il y avait un point positif? Alors, pas de nouvelles taxes, et peut-être plus de justice sociale et fiscale qui est recherchée. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je pense que Sven Gatz et Rudy Vervoort, notamment, essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture sociale plus grande que ce qu'elle n'est. Et il y a cette volonté d'aboutir ensemble. Alors, de votre côté, Françoise Keepmans, quelle cote pour ce gouvernement? Échec. Oui. Vous êtes l'opposition, donc elle achète moins de 5, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce gouvernement? Mais je pense que ce gouvernement manque d'abord de leadership, il manque de vision. Et il y a des points très concrets sur lesquels il n'y a pas de consensus. Je parle par exemple de la taxe kilométrique, des allocations familiales, des paiements, du plafonnement de l'indexation des loyers. Vous voulez bloquer les loyers ? Ou encore la question de l'étourdissement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une difficulté. Et quand j'entends le ministre-président, il n'a pas l'air très investi. Il a l'air un petit peu laconique dans ses interventions, que ce soit en séance plénière ou en commission. Et d'une façon générale, ce qui pose véritablement problème à Bruxelles, c'est la précarité. La précarité, elle est de plus en plus importante en région bruxelloise et elle est tout à fait inquiétante aussi. Et là, moi, je n'ai pas vu des mesures prises par le gouvernement. Il y a aussi la sécurité. On entend de plus en plus qu'il y a du fait de la drogue notamment, des problèmes de sécurité en région bruxelloise. Je pourrais encore parler de... donc c'est un mauvais bulletin, questions... quoi. Pardon ? Vous donnez 0 sur tout, oui. là. Est-ce qu'il y a un élément à sauver de ce gouvernement, pour vous? Cherchez bien. Le décumul, peut-être. Il n'est pas encore voté. Et je ne pense pas que ce soit le sujet porteur qui va intéresser les citoyens. Ce qui les concerne directement, c'est leur quotidien. Et à cet égard, la situation est de plus en plus compliquée, notamment quand on voit toutes les questions de climat, d'environnement, les embouteillages qui n'arrêtent pas. Et donc rien de positif, alors? Pour moi, rien de positif. Oui. Mais nous ne sommes pas à mi-mandat, nous sommes... Oui, vous espérez qu'il y a encore peut-être quelque chose d'ici là. C'est 5 ans, on est à mi-mandat aujourd'hui. Oui. Alors, Nicolas de Decker. Mais je voulais demander à Mme Keepmans quand même s'il n'y avait pas un petit paradoxe. Vous allez tout de suite me dire que non, donc avant même que je pose la question, mais vous déplorez les blocages au sein du gouvernement. Alors le sous-jacent dans ce que vous dites, c'est si le MR était dans ce gouvernement, tout irait mieux, ça irait mieux. Ça irait mieux. Ça irait mieux, mais certainement. les blocages que vous avez, les raisons de blocage que vous avez énumérées sont des blocages qui sont idéologiques. C'est-à-dire c'est une coalition de 3 partis francophones en tout cas. Un parti Défi qui est plutôt centre-droit et 2 partis qui sont centre-gauche. Si on remplaçait par exemple Défi par le MR, les blocages seraient les mêmes. Je veux dire, le maire ne serait pas, n'aurait pas une position différente sur le blocage des loyers que ne l'a Défi. Comme au fédéral, en fait. Je veux dire, je comprends que vous déploriez les blocages, mais est-ce que vous êtes une force qui pourrait résoudre ces blocages? Et je n'en ai pas l'impression. Non. Moi, je pense que ce gouvernement, finalement, sa déclaration de politique régionale a peu de contenu.
Et donc, on est parti sans véritable balise, sans véritable souffle, alors qu'il y a des sujets essentiels qu'on aurait pu aborder. Alors, j'entends bien, hein, la situation est compliquée, elle est compliquée à tous les niveaux de pouvoir, mais moi, comme bruxelloise, j'entends que les gens ne sont pas satisfaits de la situation et qu'au contraire, leurs conditions de vie continuent à se dégrader. Et quand même, la région bruxelloise est, je dirais quand même, le pouvoir, l'autorité de proximité qui pourrait prendre des décisions en cette matière pour améliorer cette situation. Est-ce que le MR ferait mieux que défi au gouvernement? Alors, il ferait pire, malheureusement. Voilà, je donne une cote d'encouragement, c'est clair, c'est pas une cote d'exemplarité. Et en même temps, je trouve que dans cette période, il faut pouvoir être critique par rapport à soi-même. Vous savez que je fais partie des députés qui n'hésitent pas à critiquer la majorité, notamment sur, par exemple, la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques de mobilité qui font parfois fi, effectivement, de prendre le pouls auprès des habitants. Quand on a fermé le bois de la Cambre, on a vu avec quelle délicatesse la ville de Bruxelles, supportée par la région bruxelloise, a pris position pour la fermeture du bois de la Cambre, alors qu'il y avait une constatation qui ne s'est pas faite et que la justice a donné raison, par exemple, à la commune d'Uccle. Donc je l'ai soulevé. J'ai mentionné cette capacité de critique par rapport à la propre action du gouvernement bruxellois. En revanche, je trouve qu'il y a des sujets, je prends un exemple, les allocations familiales, qui sont réussis. Quand on a hérité de la 6e réforme d'État de la compétence des allocations familiales, on a réformé le système des allocations familiales, ça coûte 1 milliard d'euros, c'est énorme, mais on a l'allocation familiale en Belgique, des 3 régions, qui est la plus généreuse. Madame Skemans parlait de précarité. Aujourd'hui, les personnes qui sont seules, monoparentales ou qui ont plusieurs enfants, ont des allocations familiales qui sont 1,5 fois supérieures que dans le système flamand, par exemple. Mais Sven Gertz dit qu'il n'y a pas moyen de se le payer. Mais ça a un coût. Il faut effectivement... Il va falloir l'assumer. Il faut l'assumer. Nous le faisons. Et c'est clair que cette politique, elle est très sociale. C'est justement parce qu'elle est sociale qu'elle a un coût. Et on ne peut pas faire à la fois le procès de dire il y a des politiques sociales qui sont trop coûteuses. Alors je demande à Mme Skemans, on coupe dans quoi? Et de l'autre côté, de dire que rien ne fonctionne. On ne peut pas faire ça. C'est la critique, je voudrais avoir votre réponse sur la taxe kilométrique. Parce que c'est vrai que c'était quand même un des sujets importants en début de législature. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette taxe kilométrique? Donc l'objectif, ça a toujours été de faire en sorte que on puisse favoriser non pas la possession de la voiture, mais une taxe. Donc aujourd'hui, on paye une taxe de circulation, une taxe de mise en circulation, qui sont des taxes forfaitaires. Que vous rouliez ou pas, vous allez payer une taxe. Petite anecdote, ça rapporte 200 millions d'euros par an, les 2 taxes. 200 millions d'euros par an. Pour vous donner une comparaison, c'est autant que les additionnels communaux sur le travail. Donc 200 millions d'euros, c'est énorme, et c'est une taxation forfaitaire. Et on a dit, essayons de faire basculer ces 200 millions d'euros sur une autre taxe, qui est une taxe au kilomètre, où finalement les gros consommateurs de kilomètres vont payer sur l'usage qu'ils font de la voiture, et ça va encourager les gens à rationaliser effectivement l'usage de la voiture. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Parce que, il y a le problème des voitures de société, il faut un accord de coopération avec les 2 autres régions, donc entre les 3 régions, et 2, parce qu'effectivement le modèle pose un certain nombre de questions aussi sur le respect de la vie privée, et qu'il n'y a pas de volonté politique, notamment chez le Parti socialiste, d'avoir une taxation qui soit du coup trop forte pour les plus bas revenus. Et qu'il faut une transition entre le modèle actuel que nous connaissons et le modèle de taxation kilométrique. Donc voilà. on ne verra jamais cette taxe? Non, je ne pense pas. Je pense que la Flandre d'ailleurs a marqué son intérêt. La Flandre a essayé de nous dire, nous, on est intéressés par le modèle, on veut que vous avanciez. Ce que vous mettez en place pourrait être un modèle pour tous. C'est clair que le projet qui est sur la table, c'est finalement de conserver moitié de taxe forfaitaire et moitié de taxe kilométrique. C'est un peu dommage. Cela étant, avec le coût de l'essence aujourd'hui, on en arrive finalement à une taxe kilométrique. Et aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de gens, moi-même, je prends moins souvent ma voiture parce que c'est cher de prendre sa voiture et que quand je peux me privilégier un transport public ou un autre mode alternatif moins cher, je le fais. François, ce qu'elle pense là-dessus sur la taxe kilométrique? Mais je dirais qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de cohésion dans ce gouvernement. Et la taxe kilométrique en est un exemple. Et mais vous voulez la taxe kilométrique ou vous ne la voulez pas? On ne la veut pas dans la manière dont Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Donc vous l'avez proposé. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que on arrête d'embouteiller Bruxelles comme c'est actuellement le cas. Et
Oui, mais je pense qu'alors il faut, au niveau des travaux Donc, d'infrastructure, au niveau des tunnels, enfin, Non, c'était tellement mal organisé, ça prend tellement de temps que c'est véritablement une problématique aujourd'hui quotidienne pour les usagers de. Allez, soyons clairs. Ce ne sont pas les Bruxellois qui créent les embouteillages à Bruxelles. Aujourd'hui, moins d'un Bruxellois sur deux a une voiture. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui habitent en dehors de Bruxelles. De navetteurs qui viennent travailler à Bruxelles. Vous êtes d'accord là-dessus, Monsieur De Bock ne souhaite plus qu'il y ait des navetteurs qui viennent à Bruxelles. Il pense que Bruxelles a suffisamment de ressources Vous savez, les embouteillages, c'est toutes les voitures ensemble. Et ici, c'est un peu un embouteillage de parole. Il faut juste favoriser le... Emmanuel De Bock, termine. Alors, je termine. Les voitures de société sont un vrai problème. Vous voyez même que les experts au niveau fédéral disent qu'il faut arrêter le système de subventionnement des voitures de société. C'est 3 milliards d'euros, c'est énorme. Ça, c'est ce que défend le MR. Et nous souhaitons effectivement un encouragement. Ces 3 milliards d'euros, on pourrait le faire passer sur tous les salaires. Les gens gagneraient 1 000 € de plus par an. Et en réalité, ils pourraient le choix de s'acheter un vélo, notamment pour la différence. C'est vrai que on arrêterait d'encourager le fait de vivre loin de son lieu de travail. Parce qu'en réalité, c'est ce que fait le MR, subventionne le fait d'aller s'établir le plus loin possible de son lieu de travail. François Skepin, vous seriez d'accord de laisser tomber les voitures de société? Alors, c'est un sujet qui dépend du fédéral. Ouais. Je pense que nécessairement, il y a une réflexion, notamment qui est menée par le MR, pour aménager ces voitures de société, pour qu'il n'y ait plus cet avantage, mais qu'il puisse être reporté sur d'autres préoccupations, sur d'autres nécessités des citoyens. Alors, il y a des sujets qui déchirent, qu'on dit déchirent le gouvernement, la majorité, et il y en a un, pour l'instant, qui se passe, parce qu'on enregistre cette émission au moment où on discute au Parlement bruxellois du rapport de la Commission sur l'étourdissement lors de l'abattage. Et donc, on ne pourra pas vous donner les résultats du vote alors que vous les connaîtrez au moment de la diffusion de cette émission. Donc, on va essayer de prendre un peu de hauteur, tous ensemble, je ne sais pas si ça va être possible, et de se dire, prendre un peu de hauteur pour dire comment ça se fait qu'un tel sujet déchire autant tous les partis, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Emmanuel De Bock, je m'adresse à vous. Le défi est à la base du texte déposé en commission avec 2 autres partis de la majorité. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas d'accord au sein même des groupes, même chez vous? Alors, je pense que d'abord, il faut prendre le constat qu'en Flandre et en Wallonie, il n'y a pas eu ces déchirements et on n'a pas eu de longs débats dans les partis politiques pour voter effectivement Comment ça se fait sur l'abattage avec étourdissement. C'est clairement lié aussi à la sociologie électorale bruxelloise, ça d'aucuns l'ont remarqué, mais je pense aussi que la pression qu'il y a sur les Bruxellois, c'est aussi dû parce que justement en Flandre et en Wallonie, il y a une interdiction. Donc en fait, en réalité, il n'y a plus d'abattage aujourd'hui en Belgique, sauf à Bruxelles, et on a effectivement un report sur Bruxelles. On a quelque part importé la souffrance animale que l'on avait parfois en Wallonie et en Flandre dans l'abattage sans étourdissement, qu'on fait évidemment beaucoup plus aujourd'hui à Bruxelles. Et donc, le débat qui a eu lieu et qui a eu lieu lors de la formation du gouvernement, c'était de se dire on va laisser la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne prendre position définitivement sur les recours qu'avaient fait les communautés sur les législations, notamment du décret flamand et le même texte qui existe en Wallonie. S'ils donnent raison, on en prendra acte. Et si, au contraire, ils rejettent les recours, on prendra la même attitude que la Flandre et la Wallonie. Il n'y a pas eu de consensus au gouvernement, je le regrette, mais en même temps, je comprends que l'exception religieuse soit quelque chose qui relève de l'intime, et on voit que dans les autres pays, ce n'est pas facile non plus. Vous regardez en France, aujourd'hui, il y a le maintien de l'exception religieuse, et il n'y a pas de travail sur une volonté d'aller vers des systèmes alternatifs qui diminuent la souffrance animale. Nous souhaitions effectivement envisager des systèmes plus respectueux de la souffrance animale. Ma question est plus sur les déchirements internes, parce qu'on voit, oui, ça c'est effectivement la position du parti, mais on voit que même évident. Chez Défi, tout le monde n'a pas le même avis. Alors, il y a 2 membres de mon groupe, en l'occurrence sur 10, qui sont tout à fait opposés au texte. Je le comprends, parce que c'est leur conviction intime. Et dans notre groupe, comme pour tous les autres groupes, on a toujours dit que dans ce débat, chacun pourrait voter en âme et conscience, une liberté totale de conscience sur ce texte. Il n'y a pas de volonté d'imposer une discipline de parti par rapport à un texte pareil. Ça relève de l'intime, comme quand il y a eu les débats sur l'avortement. Je pense qu'il y a des débats qui doivent effectivement relever de ce respect-là aussi. C'est le rôle d'un parti politique de respecter les convictions. Il y a eu un débat sur est-ce que c'est de l'intime ou pas? Je trouve que ça concerne les animaux. C'est assez malvenu parce que
s'il y a une comparaison avec les dossiers éthiques, c'est qu'il y a une dimension religieuse, convictionnelle, comme on dit désormais. Mais c'est pas de l'intime, puisque c'est quand on vote sur une question sur l'avortement ou l'euthanasie, c'est parce qu'on est susceptible soi-même, hein, ou alors des gens très proches de soi, de se poser ce choix-là personnel. Ici, on ne choisit pas pour soi de savoir si on va être étourdi avant d'être égorgé ou pas. C'est pas un intime, c'est un intime assez lointain. La religion, c'est quand même une... Alors, c'est une liberté à respecter. C'est une liberté à respecter, absolument. Mais sur la question de la conviction des parlementaires, je pense quand même que... Enfin, je suis assez circonspect par rapport à l'idée de valoriser le fait que dans un parti, les parlementaires puissent librement se positionner. Moi, je préfère voter pour des idées que pour des personnes. Et je préfère donc, si la question du bien-être animal ou de la place de la religion dans la société m'importe, mais je voterai pour un parti qui met ces questions-là à l'agenda politique. Je refuse de capituler par rapport à cette idée de voter pour des idées. Vous êtes un peu isolé là-dessus, puisqu'on voit que dans tous les partis, il y a des fractures. Finalement. Alors, même dans le Parti socialiste où on avait dit qu'on ne laisserait pas la liberté, est incontestable. Quand même, mais la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle, elle dit qu'on peut, c'est proportionné, diminuer cette souffrance et donc encadrer quelque part l'abattage, à condition, effectivement, de laisser pour les personnes qui mangent kasher ou halal, l'importation se faire. Donc même si vous interdisez dans votre pays, en réalité, l'abattage sans étourdissement, vous êtes obligé de laisser importer l'abattage, donc la souffrance animale. C'est une liberté garantie constitutionnellement et par les traités fondamentaux de l'Union européenne. Je vous interromps tous, mais c'est quand même la démonstration de l'énorme quantité d'hypocrisie qui se trouve autour de ce débat. Non, c'est le respect. Lorsque l'on dit défendre le bien-être animal, et je le comprends parfaitement, il est évident qu'on souffre moins quand on se fait étourdir avant de se faire égorger. Je ne sais pas, Jean-Jacques, si vous avez déjà essayé. A priori, mais puisque c'est intime. Mais la quantité, il faut le dire ici maintenant très fort, la quantité de viande égorgée sans être étourdie, consommée en Belgique et à Bruxelles en particulier, ne va pas diminuer, même si la région bruxelloise interdit sur son territoire qu'on abatte sans étourdir. C'est-à-dire que la quantité mondiale de souffrance animale ne diminuera pas du tout. Elle va coûter plus cher. Et elle va coûter plus cher par ailleurs. Si on doit l'importer. François, sur ces déchirures, voilà, parce que même tout le monde n'est pas d'accord. Il y a eu des échanges et des discussions qui ont été menées au sein du mouvement réformateur et chacun a pu s'exprimer. Je dirais qu'il y a eu moins de clivage au mouvement réformateur que dans d'autres partis. C'est certain. Et c'est quand pas un on verra... concours du clivage. Hein. Pardon ? C'est pas un concours de clivage. Non, mais moi je sens quand même qu'il y a un véritable clivage dans certains partis politiques et que ça n'a pas été le cas au mouvement. C'est lié au vôtre voilà. aussi. Hein. Je pense ce n'est pas. Il y a de l'électoralisme des deux côtés. Écoutez, mais voilà, et moi qui suis une Molenbeekoise, je pourrais également faire valoir des aspects électoralistes. Mais donc cette discussion s'est tenue au mouvement réformateur et voilà, il a été décidé de voir dans quelle mesure on pouvait évidemment diminuer la souffrance animale. Et pour moi, dans ce dossier, une fois de plus, le gouvernement n'a pas agi de façon claire. Il a préféré renvoyer la balle vers les parlementaires. Et je pense que c'était une responsabilité qu'il devait prendre lui-même. Si on ne trouve pas d'accord au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait alors ? Je trouve dommage qu'on les renvoyé vers les parlementaires sans avoir une certaine cohésion, sans avoir préparé les discussions, et que finalement ce débat parlementaire s'est passé dans des conditions assez compliquées, dans la mesure où il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression sur les députés. On dit qu'il y a beaucoup de pression. De la part de certaines instances ou de certains citoyens. Est-ce que vous dites qu'aux prochaines élections communales, par exemple, on vous reprochera à un moment donné un vote ? Écoutez, moi je ne suis pas dans cette réflexion. Moi, je suis une libérale sociale et ce qui m'importe, c'est le bien-être aussi
des citoyens. Et donc c'est comme ça et c'est dans ce sens-là qu'il faut agir. Mais je relève encore une contradiction l'étourdissement avant l'abattage des citoyens. Pardon. Donc pour les citoyens, donc, oui, non. Emmanuel Deboc, vous l'avez. Mais attends, je voudrais quand même terminer en disant ce qui est important, c'est aussi que les techniques évoluent pour diminuer la souffrance animale. Alors, on constate quand même que dans d'autres pays, eh bien, il y a une adaptation des pratiques pour faire en sorte que cette souffrance animale soit diminuée. Alors, je pense qu'il faut réfléchir et que nécessairement, il faut évoluer et que la réflexion doit se poursuivre par rapport à cette question. Peut-être que le débat n'est pas mûr, Emmanuel Deboc, en fait. Qui concerne certaines instances de communautés. Alors, pour moi, le débat, il est très mûr. Il est très mûr, oui, puisqu'on a la Flandre qui a pris position, la Wallonie. Nous souhaitions que Bruxelles prenne également sa position. On ne peut pas dire que Bruxelles n'a pas d'avis. Ça, ce n'est pas possible. Il y a eu 1 an et demi, effectivement, de volonté au niveau du gouvernement d'aboutir sur quelque chose. Il n'y a pas eu d'accord. C'est logique aussi que les parlementaires souhaitent, effectivement, marquer cet avis. On voit que c'est un débat clivant, je le reconnais. On voit surtout que les auditions ont apporté beaucoup plus de contradictions et beaucoup plus d'apports d'informations aux députés pour voter en âme et conscience. D'ailleurs, les communautés musulmanes et juives reconnaissent que les auditions que nous avons réclamées ont été faites avec beaucoup plus de sérieux, avec beaucoup plus de contradictions que n'ont été les débats parlementaires flamands et wallons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je vais vous dire ce qu'on peut faire. Et je suis d'ailleurs étonné de voir que personne ne me soutient dans une des propositions que j'ai faites. Ce qui m'a choqué et que j'ai appris lors des auditions, c'est de constater qu'aujourd'hui, quand on abat de la viande sans étourdissement, il y a une partie en fait de la carcasse qu'on n'utilise pas en fait, tant pour la viande cachère que pour la viande halal. On ne mange pas toute la bête. Et le reste de la carcasse file dans la consommation avec étourdissement filière classique, pour des raisons purement économiques. Ça ne va pas, évidemment. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que, alors que des tas de citoyens souhaitent, par exemple, manger volontairement de la viande étourdie, en réalité, ils mangent de la viande étourdie avec de la viande non étourdie. Et ça, il ne faut pas légiférer. On peut tout de suite dire labellisation, pas de porosité entre les filières. Et je suis sûr que le consommateur responsable va d'office, à ce moment-là, prendre position, lui-même d'abord diminuer sa consommation de viande et être plus exigeant sur la provenance et sur la traçabilité de cette viande. Et vous verrez qu'on ne fera plus 80% d'abattage halal à Bruxelles, mais on va tomber à 30% en moins de 6 mois. Je suis convaincu de cela, sur base volontaire. Et j'appelle à ce qu'on puisse avoir cette traçabilité et qu'avec le fédéral, on dépose un texte pour contrôler effectivement la porosité entre les deux filières. Alors ici, on parle beaucoup de problèmes, déchirures entre les parties, problèmes intimes, éthiques. On se rend compte qu'il y a des différences entre les néerlandophones et les francophones, comme si l'éthique bruxelloise serait aussi différente du côté néerlandophone et côté francophone. Zenzeni, vous, comment vous observez ce qui se passe ? Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, finalement, cette question est apparue sous le label bien-être animal, mais qu'au final, c'est essentiellement centré sur l'abattage avec ou sans étourdissement, donc il y a quand même un énorme cachet religieux là-dedans, alors que le bien-être animal ne se limite pas au moment où on abat l'animal. Il y a beaucoup plus que juste ce point-là, et donc c'est peut-être ça, en fait, qui est à l'origine de tant de clivages au niveau politique, d'autant plus que, finalement, les premiers partis qui ont déposé ce sujet sur la table sont pas des partis qui... C'est le Vlaams-Belang et la NVA. Mais pourquoi... Donc il y a quand même cet aspect-là qui bloque aussi au niveau des partis politiques de voter pour ou contre. Pourquoi le ministre Claire Failly, qui a le bien-être animal dans ses compétences, n'a pas proposé carrément un nouveau code de bien-être animal au niveau global, parce que il y a ce problème-là, il y en a d'autres. Alors, il a suivi exactement ce qu'ont fait la Flandre et la Wallonie, c'est-à-dire que la Flandre a d'abord voté un texte sur l'abattage, et qu'on n'écrit pas évidemment le code du bien-être animal de la même manière selon qu'on souhaite ou pas l'abattage avec étourdissement ou sans étourdissement, et qu'il a voulu de la cohérence. Il a voulu effectivement que le Parlement lui donne une indication sur la volonté ou pas, et où mettait le curseur par rapport à l'abattage. Alors on pourrait effectivement... Aujourd'hui, vous regrettez ça ? Non, je ne regrette pas, parce que c'est exactement la même chose qui a été faite en Wallonie, et je peux vous même dire que pour le vote de cet après-midi, nous déposons un amendement pour dire que la mise en œuvre se fera à l'adoption du code du bien-être animal, parce que celles et ceux qui se cachent comme le CDH. Derrière l'adoption d'un code du bien-être animal, et petite parenthèse, en Wallonie, ils ont adopté le code du bien-être animal 1 an après avoir s'être prononcé sur cette question. On ne peut pas dire, à Bruxelles, ce n'est pas bien, alors que c'est exactement la même procédure que le CDH a fait avec Carlo Di Antonio, qui avait en plus la compétence. Eh bien, nous proposons que la mise en œuvre de ce texte ne se fera
qu'à l'adoption du Code du bien-être animal. Donc nous sommes cohérents. Et effectivement, malheureusement, on n'a pas de ferme d'élevage à Bruxelles. Et donc, il y a toute une dimension que nous ne connaissons pas par rapport à la Wallonie. Et on ne va évidemment pas légiférer sur les fermes d'élevage à Bruxelles depuis la naissance jusqu'à la mise à mort, alors qu'en réalité, on a des abattoirs. Sur le foie gras. Ça, on a eu le courage de légiférer sur le foie gras à Bruxelles. Oui, il faudra par exemple légiférer. Il faudra aussi avoir le courage de légiférer sur la pêche. Ouais. Soyons clairs. Alors, j'y peux rien si, par exemple, le MR a accepté le maintien de la chasse et de la pêche en Wallonie. À Bruxelles, nous avons interdit, en tout cas, la chasse. Mais c'est moins courageux aussi d'interdire là. Mais c'était pas lié au bien-être animal à l'époque, c'était pour le bien-être humain pour éviter les accidents. Mais là, c'est intime aussi. Je pense que c'est plus facile aussi de l'interdire à Bruxelles que de l'interdire en Wallonie. Hein. Et je sais que Défi est moins concerné par la Wallonie que le mouvement réformateur. Je ne vous mettrai pas d'accord là-dessus. Je peux vous dire que du côté de la forêt de soigne dans le sud de Bruxelles, il y a un vrai gros problème de surpopulation d'animaux sauvages. Je ne vous mettrai pas d'accord là-dessus. Je vous propose une galerie de portraits à présent de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Tous les deux, je vous propose ça. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Françoise Skepman. Je vous présente tout d'abord Valérie Van Peel, qui va quitter la LVA et la politique. Arnaud Delven, un Belge qui est arrivé en finale à Top Chef. Sami Madi, qui est attaqué partout pour l'instant, et notamment par la commune de Molenbeek. Et Elisabeth Burdeau, la journaliste décédée, qui a donné son nom à un prix de peinture. Alors, qui choisissez-vous? Valérie, Arnaud, Sami et Sami Elisabeth. Madi, évidemment. Sami Madi. Parce que c'est vrai que moi, en tant que députée et aussi échevine à Molenbeek, je constate, et citoyenne, je constate qu'il y a beaucoup de difficultés dans la politique menée par Sami Madi, en tout cas au niveau local. Et on a un home à Molenbeek qui accueillait 195 personnes, qui a été fermé comme d'autres résidences suite à la Covid. Et ce home a été réquisitionné par Sami Madi pour y accueillir des personnes qui sont candidates réfugiées. Le temps que leur examen, mais cet examen de leur situation peut prendre plusieurs années, et ça a été fait sans aucune concertation avec la commune. Donc ce qui est particulièrement choquant, puisque on lui a dit que c'était un quartier qui n'était pas capable d'accepter un centre fait d'asile. C'est un quartier densément peuplé et il n'y a aucun espace autour de ce centre. Et finalement, c'est important d'expliquer le contexte. On a dit non, ce n'est pas possible. Et puis il a dit, et c'est ça que je reproche, c'est qu'il n'y a pas eu de clarté dans les propos. Alors on a dit, mais ce sera pour des Ukrainiens, quelques jours, un centre de transit, le temps... en fait, c'était pas le cas. Et c'était tout à fait faux. Attendez, je veux Est-ce que vous demandez sa démission? Mais de toute façon, il va partir. Il va devenir président du CDU. Il va partir, donc la question ne se pose pas. Mais moi, j'insiste sur la cohérence. Et moi, je pense que l'accueil des candidats réfugiés, c'est extrêmement important. Mais de mettre jusqu'à 500, 600 candidats réfugiés dans un home qui ne pouvait accueillir que 195 personnes, il y a vraiment une difficulté. Et donc, j'ai l'impression que lui, comme flamand, il n'en a rien à cirer de Bruxelles. Et... voilà, tout est bon, et je précise quand même que justement Bruxelles et Molenbeek est une commune qui a beaucoup de précarité, qui est en difficulté, et qu'on a déjà plus de 600 personnes qui sont accueillies sur notre territoire. Donc il ne faut pas trop charger la barre. Négative. Je suis très étonné de ces dissensions au niveau du gouvernement fédéral entre le parti de Mme Skepmans et la vision de M. Madi. Mais donc voilà, je prends acte du fait que effectivement tout ne pas rond au niveau du gouvernement fédéral, et votre critique en est la preuve. Je vais vous proposer quatre autres personnes. Emmanuel Debock. Tout d'abord, Liz Cheney, figure clé de la commission d'enquête du 6 janvier aux États-Unis. Nadia Nadji, l'évéroise nouvelle coprésidente de Groen. Jean-Claude Van Damme lui-même, soutien de Gaïa dans l'affaire de l'abattage, ou David Martin, le chef du restaurant La Paix qui se lance dans la gastro-cannabistronomie. Donc il met du cannabis dans des bons plats gastronomiques. Alors qui choisissez-vous? Lise, Nadia, Jean-Claude ou David? Eh bien Nadia, que j'ai eu la chance de découvrir pas plus tard que cette semaine. Et j'ai trouvé... je n'ai pas suivi en fait de très près l'élection, mais j'étais très heureux de voir effectivement qu'il y avait un vivier très important du côté de Groen, de personnes avec qui je collabore au quotidien à Bruxelles, Arnaud Verstraeten en particulier. Et je suis impressionné par la qualité de leurs élus,
la qualité de leur travail et surtout de la parole donnée. C'est important dans la politique de pouvoir tout se dire, nos difficultés, notamment quand on traverse des moments comme celui-ci sur des votes qui sont parfois clivants. Et j'ai eu tant avec Arnaud qu'avec Nadia une rectitude parfaite et je suis très heureux d'avoir rencontré des gens qui soutenaient des idées indépendamment des conséquences parfois politiques ou du chantage politique qu'on pouvait faire à celles et ceux qui étaient opposés à celles-ci. Eh bien, on ne dit pas toujours du bien des gens, donc profitons-en. 5 infos de la semaine, laquelle vous a énervé, vous a ravi. C'est vous, Emmanuel Deboc, qui allez répondre tout d'abord. Un voyage express à Kiev pour les numéros 1 européens. Une expo Johnny en décembre au Palais 12 en primeur. La fusillade place de Brouckère autour d'un règlement de compte. Une abstention record en France autour du duel Macron-Mélenchon. Ou le choix émer de Catherine Jadin à la Cour constitutionnelle, une non-juriste. Qui choisissez-vous ou que choisissez-vous? Voilà, je pourrais choisir les 5, mais ce qui m'énerve, je pourrais faire vite. Ou une. Voilà, le choix du MR à la Cour constitutionnelle, le choix de Catherine Jadin. Oui, parce que ça m'énerve parce que d'abord... C'est la personnalité de Catherine Jadin qui vous énerve? Non, c'est surtout la dichotomie entre ce qu'avait dit M. Boucher en disant qu'il fallait des juristes à la Cour constitutionnelle. Alors, je pense que Mme Jadin n'est pas juriste. Elle a fait 2 candidats droit. Bon, c'est 2 cinquièmes. Donc, c'est un échec, 4 sur 10. Et donc, pour le coup, effectivement, je trouve que... Alors, c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est un très bon juriste non plus. Hein. Attention, il ne faut pas... Mme Skepmans et moi, nous sommes juristes. Ben oui. Donc, nous ne sommes pas exonérés non plus de pouvoir nous remettre en question. Mais clairement, ça m'énerve parce que clairement, M. Boucher avait fait la leçon à Mme Katabi. Et là, clairement... il n'est pas cohérent avec lui-même. Et 2, je pense que sur le fond, on devrait réformer la manière de nommer des juges à la Cour constitutionnelle. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il faut professionnaliser et faire en sorte que ces personnes ne soient plus des personnes partisanes. Et en tout cas, qu'on puisse ne pas nommer des gens qui ont fait de la politique, justement. François Skepmans, vous auriez pu être juge à la Cour constitutionnelle, puisque vous êtes juriste, vous. Absolument. Tu as refusé. Oui. Tu as refusé. Alors, oui, le fait que plusieurs élus importants, comme M. Goffin, comme M. Cruc, aient refusé, pose quand même question aussi sur l'attractivité du job et sur la complexité d'aller comme ça. Vous auriez refusé, François Skepmans? Moi, j'aime... Si le président l'avait proposé? Le président vous a appelé? Non. Non. Mais de toute façon, je pense que, oui, j'ai évidemment... comme je le dis, je suis licenciée en droit. Je n'ose pas dire que je suis juriste parce que ça fait quelques années que j'ai terminé mes études. Alors, c'est vrai que en politique, on touche aux matières juridiques, évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup mon engagement politique, cette proximité vous auriez dit non auprès aussi, des citoyens. Et donc, moi, j'aurais dit oui. Ça ne me tente pas. Non, alors, François, sur jeune, les 5 infos, là, il y en a une qui vous déplaît ou vous ravit? Mais non, que je déplore plutôt. Dites. À savoir la fusillade de place de Brouckère. Oui, il y a beaucoup de fusillades ces derniers Parce temps, que voilà, notamment sur à Molenbeek. Voilà, sur la région bruxelloise, il y a beaucoup de fusillades, de règlements de compte, de violences, et c'est notamment lié au trafic de drogue. Donc il est véritablement essentiel de lutter contre ce trafic. Alors ça doit évidemment être les forces de police fédérales, mais aussi au niveau régional, il faut s'organiser pour qu'on n'assiste pas à ces fusillades qui vraiment perturbent la population, surtout dans certains quartiers. Et un jour, ça va tourner mal. Quand on parle d'été chaud, on pense souvent aux vagues de chaleur, à la bronzette aussi, et à l'apéro parfois. Cette fois-ci, on pense à des mouvements sociaux, des grèves, et parfois même des référendums, comme le CHU Saint-Pierre. Sans compter le pouvoir d'achat qui est en berne, malgré les indexations. Du coup, on économise. À Anderlecht, par exemple, on économise sur le pain. Reportage Marie-Noël Dinan et Fred Dehaenau. Ces boulangers-pâtissiers découvrent un nouveau savoir-faire. À la manœuvre, Frédéric, 40 ans de métier et près de 2 ans de pratique en recyclage de pain. Là, tu vois, il n'y a plus de pain qui passe, on n'entend plus trop de bruit. Donc là, ça veut dire que la cheminée est vidée. Parmi les apprentis, 3 boulangers anderlechtois qui découvrent comment cette machine transforme les pains invendus en chapelures. Le pain qui reste, normalement on le jette chaque jour, mais maintenant avec cette machine-là, c'est très intéressant. On va essayer d'abord chez nous, on va comment ça va marcher avec une grosse quantité de la farine. Car cette chapelure va être réintégrée dans de nouvelles préparations, de quoi réaliser une économie de farine. En produit de panification, on va rester sur du 5, du 10%.
pas beaucoup plus. Par contre, sur tout ce qui est cake salé, cake sucré, on peut monter au-delà des 30-40%. Si à l'origine, cette formation est proposée par la commune d'Anderlecht dans le cadre d'une campagne de lutte contre le nourrissage des pigeons, très vite, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a pris le dessus et séduit 8 boulangers jusqu'à présent. La commune a vraiment envie qu'il y ait un effet boule de neige et que d'autres pâtissiers, d'autres boulangeries disent voilà, c'est une super méthode pour éviter le gaspillage. Et la commune a pu acheter 2 de ces machines qu'elle va mettre à disposition des différents boulangers et pâtissiers qui désiraient l'utiliser chez eux. Une machine comme celle-ci coûte 2 500 €, mais notre boulanger formateur assure avoir fait un retour sur investissement en 8 mois à peine. Ces problématiques de pouvoir d'achat, de prix d'inflation, Emmanuel Debock, qu'est-ce que le gouvernement régional peut faire pour un peu soulager la situation à Bruxelles? Alors je pense que la première chose à faire, c'est faire en sorte d'imaginer des soutiens publics, notamment au niveau de la facture d'énergie. Je pense qu'il y a un gros problème effectivement aujourd'hui sur la part que les factures d'énergie prennent dans le... Les 100 € par ménage, ça n'a pas suffi. Donc ça, c'est l'aide fédérale. Ouais. D'abord, moi je ne l'ai toujours pas vu arriver. Elle est arrivée. Alors, cette semaine. Oui. Voilà, moi je n'ai pas eu cette chance. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de copropriétaires qui ne l'ont pas ou qui ne la verront pas, et donc ça pose beaucoup de soucis. Je crois sincèrement qu'il faut bloquer les prix de l'énergie à un moment donné. Il faut y aller. Le fédéral doit prendre cette volonté à bras-le-corps. On paye aussi un petit peu le coût de l'absence d'une politique cohérente ces 20 dernières années. Et quand je dis ça, je inclus tout le monde. Je veux dire, en ce compris mon parti. Bon, c'est sûr que les 10 dernières années, avec Écolo et le MR, on n'a pas eu la même stratégie. Moi, je pense effectivement que le mix énergétique, en maintenant le nucléaire, permettrait en fait à tout le moins d'avoir une inflation moindre. En France, elle est moindre qu'en Belgique. Et pour le reste, il faut absolument que les CPS viennent en aide à celles et ceux qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Donc, j'entendais aussi que par rapport aux Ukrainiens, il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées à aider à l'accueil. On n'a rien fait pour aider les personnes qui venaient en aide, alors que ça... il y a des coûts supplémentaires. Vous allez consommer 2 fois plus d'eau dans un ménage de 2 personnes qui accueille une famille ukrainienne. Vous allez payer beaucoup plus cher. Ce sont des coûts que les citoyens prennent en charge. On a vu que l'État n'était pas à la hauteur d'accueillir tous les Ukrainiens eux-mêmes, mais je pense que l'État peut aussi, par exemple, accorder le statut de client protégé à toutes les familles qui ont fait de l'accueil des réfugiés, que ce soit les Ukrainiens ou les autres, une réalité. Et ça serait formidable parce qu'on serait une véritable région sociale. On parlait de lutte contre la précarité. Moi, je pense qu'il y a moyen de créer des mécanismes de solidarité et d'encourager les gens à être plus solidaires, et que parfois il y a des freins financiers à l'être, et que si l'État prenait sa part, c'est pas la construction de logements sociaux en l'occurrence qui pour moi est importante, c'est par contre la location loyer ou l'intervention dans les frais d'énergie ou d'eau. Après ça, la solidarité serait plus grande. Mais il y a une tension énorme pour l'instant. On se rend compte, il y a quand même beaucoup d'actions, il y a des grèves. Lundi, on s'attend quand même à des problèmes dus à des actions de grève. Est-ce que tout ça, comment est-ce qu'on peut calmer les choses? Comment est-ce qu'on peut aider davantage les Bruxellois? Alors, c'est une inquiétude qu'on peut tout à fait comprendre. Elle est due notamment à l'augmentation de la précarité, mais aussi à l'augmentation du prix de l'énergie, des matières premières. Et donc, ça suscite beaucoup d'inquiétudes auprès des citoyens. Et donc, il faut nécessairement, et là, je pense qu'il faut que tous les niveaux de pouvoir, la région bruxelloise, mais aussi le fédéral, a sa part de responsabilité, doit nécessairement prendre... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense qu'il faut maintenir l'indexation des salaires. Ça me semble important. Il faut aussi réduire la TVA aux biens essentiels. Donc, la réduire à 5%. Ça pourrait aider aussi les familles qui sont par exemple, en difficulté. 6%. Donc, de manière, pas de manière provisoire. De manière pérenne, effectivement. Voilà. Alors, on sait que les jeunes aussi sont touchés par cette paupérisation, cette crise. Et là, prévoir un capital jeune qui pourrait les aider dans le lancement de leur activité. Ah oui, tiens, qu'est-ce que vous voulez donner, vous? Il y en a qui veulent donner 25 000, oui. D'autres 30 000, oui. Certains 1500 par mois. Et vous donnez combien? 25 000. 25 000. Et vous, Emmanuel Debock? Moi, je pense qu'à partir du moment où on n'est déjà pas capable de donner 1 500 € de pension brute ou nette, parce que c'était l'accord de la Vivaldi, et qu'on voit que la proposition qui est faite aujourd'hui, tous les experts disent qu'elle n'est même pas payable pour les pensionnés, il faut arrêter de faire de l'opportunisme électoral et de la démagogie. Et donc, soyons clairs, il n'est pas possible de donner autant d'argent
Et ça ne sert à rien quand on est en période de crise. On met 100 millions d'euros rien qu'à Bruxelles pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc tout a un coût. Je ne sais pas qui va payer l'addition, mais en l'occurrence, il y a de plus en plus de gens qui veulent donner de l'argent et il y a de moins en moins de gens qui peuvent payer cet argent donné gratuitement à tout le monde. Zenzeni, là-dessus... En fait, c'est clair, hein, il y a une précarité qui est de plus en plus grandissante. Il n'y a qu'à voir du côté des CPS, en fait, qui ont des personnes, qui reçoivent des personnes et de plus en plus, avec des profils de plus en plus différents et qui sont débordés, en fait. Les assistants sociaux n'en peuvent plus, ils sont déjà épuisés par la crise Covid. Maintenant, il y a la crise avec les réfugiés ukrainiens et il y a l'énergie qui se rajoute, en sachant que le CPS est a priori la première aide des citoyens et qui en manque en fait de budget. Et c'est ça en fait qui plombe beaucoup le budget communal, c'est que les communes doivent renflouer le CPS. Donc en fait finalement, moi j'ai l'impression que c'est un peu toute la société qui doit être modifiée, puisque en fait pour l'instant on dépend énormément de l'énergie étrangère, et donc c'est un peu pour ça en fait qu'on se retrouve dans une telle situation où la précarité augmente de plus en plus. Nicolas de Decker. Mais Jean-Jacques, je suis fort heureux que vous me donniez la parole, mais je suis encore plus heureux qu'on parle de ce sujet qui est véritablement crucial pour tout le monde. C'est la vie, l'existence matérielle de tout le monde qui est en cause. Mais on n'en parle qu'après 40 minutes. C'est pas votre faute du tout, hein, Jean-Jacques, je dis pas que c'est vous. On en parle régulièrement. Hein. Absolument, oui. mais je trouve que ça incarne assez la façon dont aujourd'hui on se préoccupe beaucoup plus de ce qu'on appelle des guerres culturelles que des questions matérielles. Alors, je sais pas vous, mais moi ça va rien changer à mon existence que le poulet que je mange dans mon sandwich a été égorgé en étant étourdi ou pas. Moi ça va rien changer, et je pense que même les personnes qui croient en ces questions-là, ça va pas leur changer le goût du poulet. La question, c'est parler de ça. Vous avez raison, mais vous êtes un fin rhéteur, oui. Et vous ne faites que me coincer. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourra avoir du poulet à manger ? Est-ce qu'on aura assez d'argent pour se l'acheter ? Et je suis très intéressé aussi de voir que sur ces sujets, ce sont vraiment les idéologies qui sont mises à nu, Jean-Jacques. Et il y a un sous-jacent qui est très important, qui est fondamental aussi, c'est que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup réfléchir à ces problèmes par des solutions de sortie du marché. Je m'explique. À chaque fois qu'on décide de donner de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin, on leur permet de subvenir à ces besoins dans le cadre du marché, comme consommateur. C'est très parlant, même avec la proposition d'écolo de 30 000 € qu'on donnerait aux personnes de 25 ans, c'est donner à 30 000 € à un jeune 30 000 € pour faire quelque chose. C'est-à-dire entrer sur un marché comme consommateur et satisfaire un besoin qu'il a créé ou pas. Avec ces 30 000 € Jean-Jacques, par personne, je pense que c'est à peu près 3 milliards d'euros par an d'argent public que l'on distribuerait. Avec 3 milliards d'euros par an, Jean-Jacques, combien d'universités, combien de profs d'UNIF, combien de profs de maternelle, combien de profs du secondaire, combien d'infirmiers et d'infirmières, combien de médecins, combien de bus, et même, puisqu'on parle aussi beaucoup de ça, combien de tanks et d'avions de chasse, on ne peut pas acheter avec 3 milliards d'euros par an. C'est-à-dire combien de besoins collectifs de la société nous pouvons permettre, nous pouvons résoudre sans que ça ne passe nécessairement par le fait de recevoir une aide financière que l'on attribue. Si vous aviez 25 ans, Jean-Jacques, on peut peut-être se payer une clinique privée, on peut se payer une bonne année d'études dans une excellente université. Mais est-ce que c'est ça le modèle de société qu'on veut, Jean-Jacques ? Moi, pas. Je vois que certains le veulent explicitement, et c'est leur droit. Chacun en a le droit. Mais je trouve qu'on n'explique pas assez à quel point c'est idéologiquement incarné et orienté. Ce sont des idéologies qui s'affrontent très clairement. Et c'est aussi la beauté de la politique, Jean-Jacques. Oui, alors plutôt que de régler les problèmes, que de réouvrir tout ce débat idéologique, j'aimerais quand même qu'on parle des finances communales, parce qu'on les a touchées quand même du doigt. Les finances communales, on a vu Forêt s'est fait refuser son budget. On sait que les communes Zenzeni, Saint-Josse s'est passé tout juste. Hein. Saint-Josse va le présenter la semaine prochaine. Ouais. Et le bourgmestre Emir Kier m'a dit qu'il avait réussi à trouver l'équilibre tout juste, mais que c'est très compliqué. Et on sait que ce sera difficile pour Saint-Gilles, que ce sera difficile pour Anderlecht. Donc les situations des communes, c'est pas très bon pour l'instant, Emmanuel Debock. Alors, deux réflexions, et je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas Decker. Je partage tout à fait l'approche, en tout cas. Voilà, on doit pouvoir se remettre en question.
Les dépenses sociales, ce que vous avez dit, c'est tout à fait le cas. Moi, dans ma commune, par exemple, peu de gens en parlent, mais le budget du CPS, c'est 1/3 du budget communal. Combien de fois on ne parle pas que du budget communal, on oublie de regarder ou de parler du budget des CPS, qui concerne les plus précarisés, jeunes, mais aussi plus âgés, parce qu'il y a toute la dimension d'accueil en home qui est aujourd'hui dans les mains des CPS communaux. Et sur les communes. Et sur les communes, il y a un vrai problème, effectivement, qui est lié aux finances locales. Je suis parfois étonné, pour être tout à fait clair, sur la facilité avec laquelle certains sont créatifs pour créer des taxes, pour répondre à des besoins, mais ne remettent jamais en question le modèle aussi de gestion de leur propre commune. Je m'explique. Je posais une question le mois passé au collège communal lors du dernier conseil communal sur notre maison communale, qui est toute nouvelle, qui a été rénovée à grands frais, plus de 40 millions d'euros. Et je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que ça coûtait si cher, alors qu'avec le télétravail, on pouvait peut-être aussi se reposer la question de quel espace on utilise, qu'au départ, quand on avait construit la maison communale, on avait dit on louera 1/4 pour la zone de police ou pour les CPS, et ça va rapporter 1 million d'euros, et ça viendra en déduction de tout ce que l'on doit rembourser aux banques. Et j'entends par exemple qu'au fédéral, la moitié des fonctionnaires des finances, toute la tour par exemple botanique, il n'y aura plus aucun fonctionnaire parce que le télétravail et parce que l'organisation du travail différemment permet de réorganiser les choses. Et donc le coût de l'immobilier étant ce qu'il est, je trouve que c'est une dimension que l'on doit interroger. Et je suis étonné que le MR par exemple, qui fait cette réforme au fédéral, qui revoit la manière de travailler des fonctionnaires, qui impose un modèle, on partage pas, mais qui le fait, j'entends des anciens collègues, parce que moi j'ai travaillé au fédéral aux finances, qui me disent on est très content de ce modèle, peut-être plus impersonnel, mais qui en même temps donne beaucoup plus de flexibilité, en ce compris du travail à la maison, qui est plus agréable pour la plupart. Et on ne le fait pas dans les communes. On n'interroge pas notre manière de dépenser. Le logement social, c'est la même chose, plutôt que de privilégier un système d'allocation de logement qui permettrait de résoudre pour 2 fois plus de monde, pour 300 ou 400 millions d'euros de budget, on continue à construire du logement. Chaque logement qu'on construit, c'est 300 000 euros d'investissement. Je ne sais pas si vous imaginez le coût social. Vous préférez fiscal, les allocations de loyer. Je préférais mais il faudrait les verser 2 fois plus de personnes. Ça, c'est un autre problème. Françoise Quépan, sur les finances communales. Alors, c'est vrai que les finances communales sont en grande difficulté pour, je dirais, toutes les communes de la région bruxelloise, et que voilà, on doit toujours remettre un budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs communes. Molenbeek a présenté son budget, mais aujourd'hui, toutes les réserves que les communes avaient pu constituer eh bien, disparaissent, et c'est dû aussi à la crise Covid, à la guerre en Ukraine, oui, et au soutien qui a été apporté notamment par les communes, surtout par les communes, à leur CPS. Parce que c'est surtout le montant, enfin, la dotation qui est donnée par les communes au CPS qui a sensiblement augmenté. Et c'est tout à fait logique puisqu'on vit une période de crise, de pauvreté qui est beaucoup plus importante que par le passé. Donc ce soutien au CPS, je pense qu'il est partagé et que nécessairement ils ont un rôle essentiel, mais ils ont aussi beaucoup de difficultés, notamment pas suffisamment de personnel par rapport à toutes les tâches qu'ils doivent accomplir. Et pour le reste, je suis aussi tout à fait, voilà, on est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les logements. C'est vrai que le logement social n'est pas une solution à terme, en tout cas. Ça ne permet pas souvent aux gens de pouvoir s'émanciper dans un environnement qui leur permet d'avoir d'autres rencontres. Et pour... Vous demandez de conclure. Pardon, oui. Et donc... tu parlais aussi de... le système, oui. Oui, donc il faut revoir nécessairement le système. Et en ce qui concerne le télétravail, eh bien, j'entends qu'à Uccle, il ne se pratique pas, mais dans ma commune, à Molenbeek, il se pratique et on a donné la possibilité... Mais on ne voit pas les effets sur l'organisation matérielle du... Il faut qu'on en tire des économies. Exactement. On ne regarde que l'augmentation des recettes, jamais les économies. Oui, mais le télétravail, enfin, en tout cas, dans ma commune, il a été mis en application depuis... moins d'une année, donc il faut laisser un peu de temps et il se met en place progressivement, et donc il faut quand même laisser du temps pour voir la manière dont on peut justement tirer des bénéfices de ce télétravail. On va passer à présent à nos coups de cœur. Et Nicolas voulait nous parler de sa maison que vous avez trouvée sur Internet.
Ce n'est pas spécifiquement ma maison, mais c'est l'exemple que j'ai choisi pour intéresser nos téléspectateurs, qui sont fort nombreux à vouloir savoir quelle est la forme de ma baraque. J'ai découvert hier, parce qu'il a été réalimenté encore, il y a un site prodigieux qu'on trouve sur Internet, l'inventaire, c'est l'administration bruxelloise du patrimoine des logements, qui a numérisé et mis à disposition tout ce qu'elle sait, ou tout ce qui a été enregistré lors des différentes, quand il faut faire des travaux, les permis d'urbanisme et de bâtir, etc. Et donc, si vous tapez inventaire du patrimoine architectural bruxellois, vous avez votre adresse et vous pouvez tout savoir de votre maison ou de votre appartement. Oui, la description notamment. Et des photos, j'ai trouvé des photos qui datent des années 60 de l'endroit où j'habite maintenant. Et vous pouvez aussi améliorer votre vocabulaire, Jean-Jacques. Je vois que vous en avez fort besoin parce qu'il y a une description architecturale. Et j'ai pu apprendre que je vivais dans une maison de tradition néoclassique de 4 niveaux de hauteur dégressive et 3 travées sous bâtière de tuiles. J'ai appris que les façades étaient enduites au-dessus du rez-de-chaussée à refend, en pierre bleue, surélevées sur un soubassement ajouré, pour les caves et percées de porte à baie d'un poste à gauche de 2 fenêtres rectangulaires. Mon architrave est mouluré. Eh bien, c'est très bien. Mon architrave est mouluré. Je remercie votre architrave. Et donc, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur ce site de l'inventaire du patrimoine architectural bruxellois. C'est la beauté du service public, ça, les amis. C'est gratuit. Tu vas aller voir votre adresse. On peut s'inscrire et aller voir aussi où vous habitez. Voilà, votre architrave est mouluré. Vous allez voir aussi votre architrave. Mais vous allez nous parler d'un club qui se trouve dans le sous-sol du Cirque Royal. Voilà, donc en fait, il a été rénové. Donc en fait, c'était les anciennes écuries du Cirque Royal qui ont été rénovées pour devenir une salle de concert à destination principalement des artistes bruxellois émergents. Et donc, c'est une salle qui peut accueillir 130 personnes assises et plus de 300 personnes debout. Et donc, moi, c'est mon petit coup de cœur de la semaine, puisque c'est non seulement faire promouvoir la culture, mais aussi promouvoir nos artistes bruxellois. Et ils ont commencé jeudi soir. Voilà, avec Sunday Charmer. C'est très près d'une maison à l'architrave moulurée. C'est ça, voilà. Et ça s'appelle le club. Voilà, ça s'appelle le club et c'est peut-être découvert ce week-end à l'occasion des fêtes de la musique. Mais oui, c'est le week-end des fêtes de la musique, donc c'est l'occasion d'aller voir cela. Merci à tous, invités experts. On se retrouve en septembre. Bon été, c'est la dernière de la saison. Et c'est l'émission Focus qui vous accompagnera tous les samedis pendant tout l'été. Au revoir.